Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Je reprends Manon Lescaut de l'abbé Prévost, une nouvelle lecture d'environ une demi-heure. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Il continua de me raconter qu'il était allé de là, chez Lescaut, dans l'espérance de m'y trouver avec ma charmante maîtresse, que l'hôte de la maison, qui était un carrossier, lui avait protesté qu'il n'avait vu ni elle ni moi, mais qu'il n'était pas étonnant que nous n'eussions point paru chez lui, si c'était pour Lescaut que nous devions y venir, parce que nous aurions sans doute appris qu'il venait d'être tué à peu près dans le même temps. Sur quoi il n'avait pas refusé d'expliquer ce qu'il savait de la cause et des circonstances de cette mort. Environ 2 heures auparavant, un garde du corps des amis de Lescaut l'était venu voir et lui avait proposé de jouer. Lescaut avait gagné si rapidement que l'autre s'était trouvé 100 écus de moins dans 1 heure, c'est-à-dire tout son argent. Ce malheureux, qui se voyait sans un sou, avait prié Lescaut de lui prêter la moitié de la somme qu'il avait perdue. Et, sur quelques difficultés nées à cette occasion, il s'était querellé avec une animosité extrême. Lescaut avait refusé de sortir pour mettre l'épée à la main, et l'autre avait juré, en le quittant, de lui casser la tête, ce qu'il avait exécuté le soir même. Monsieur de T eut l'honnêteté d'ajouter qu'il avait été fort inquiet par rapport à nous et qu'il continuait de m'offrir ses services. Je ne balançai point à lui apprendre le lieu de notre retraite. Il me pria de trouver bon qu'il allât souper avec nous. Comme il ne me restait qu'à prendre du linge et des habits pour Manon, je lui dis que nous pouvions partir alors même, s'il voulait avoir la complaisance de s'arrêter un moment avec moi chez quelques marchands. Je ne sais s'il crut que je lui faisais cette proposition dans la vue d'intéresser sa générosité, ou si ce fut le simple mouvement d'une belle âme. Mais, ayant consenti à partir aussitôt, il me mena chez les marchands qui fournissaient sa maison. Il me fit choisir plusieurs étoffes d'un prix plus considérable que je ne me l'étais proposé, et lorsque je me disposais à les payer, il défendit aux marchands de recevoir 1 sou de moi. Cette galanterie se fit de si bonne grâce que je crus pouvoir en profiter sans honte. Nous prîmes ensemble le chemin de Chaillot, où j'arrivai avec moins d'inquiétude que je n'en étais parti. Ma présence et les politesses de M. de T dissipèrent tout ce qui pouvait rester de chagrin à Manon. « Oublions nos terreurs passées, ma chère amie, lui dis-je en arrivant, et recommençons à vivre plus heureux que jamais. Après tout, l'amour est un bon maître. La fortune ne saurait nous causer autant de peine qu'il nous fait goûter de plaisir. » Notre souper fut une vraie scène de joie. J'étais plus fier et plus content avec Manon et mes 100 pistoles que le plus riche partisan de Paris avec ses trésors entassés. Il faut compter ses richesses par les moyens qu'on a de satisfaire ses désirs. Je n'en avais pas un seul à remplir. L'avenir même me causait peu d'embarras. J'étais presque sûre que mon père ne ferait pas difficulté de me donner de quoi vivre honorablement à Paris, parce que, étant dans ma 20e année, j'entrais en droit d'exiger ma part du bien de ma mère. Je ne cachai point à Manon que le fond de mes richesses n'était que de 100 pistoles. C'était assez pour attendre tranquillement une meilleure fortune qui semblait ne me pouvoir manquer, soit par mes droits naturels ou par les ressources du jeu. Ainsi, pendant les premières semaines, je ne pensais qu'à jouir de ma situation, et la force de l'honneur, autant qu'un reste de ménagement pour la police, me faisant remettre de jour en jour à renouer avec les associés de l'hôtel de Transylvanie, je me réduisis à jouer dans quelques assemblées moins décriées, où la faveur du sort m'épargna l'humiliation d'avoir recours à l'industrie. J'allais passer à la ville une partie de l'après-midi et je revenais souper à Chaillot, accompagné fort souvent de M. de T, dont l'amitié croissait de jour en jour pour nous. Manon trouva des ressources contre l'ennui. Elle se lia dans le voisinage avec quelques jeunes personnes que le printemps y avait ramenées. La promenade et les petits exercices de leur sexe faisaient alternativement leur occupation. Une partie de jeu dont elles avaient réglé les bornes fournissait aux frais de la voiture. Elles allaient prendre l'air au bois de Boulogne, et le soir, à mon retour, je retrouvai Manon plus belle, plus contente et plus passionnée que jamais.
Il s'éleva néanmoins quelques nuages qui semblèrent menacer l'édifice de mon bonheur, mais ils furent nettement dissipés, et l'humeur folâtre de Manon rendit le dénouement si comique que je trouve encore de la douceur dans un souvenir qui me représente sa tendresse et les agréments de son esprit. Le seul valet qui composait notre domestique me prit un jour à l'écart pour me dire, avec beaucoup d'embarras, qu'il avait un secret d'importance à me communiquer. Je l'encourageai à parler librement. Après quelques détours, il me fit entendre qu'un seigneur étranger semblait avoir pris beaucoup d'amour pour mademoiselle Manon. Le trouble de mon sang se fit sentir dans toutes mes veines. « En a-t-elle pour lui ?» interrompis-je plus brusquement que la prudence ne le permettait pour m'éclaircir. Ma vivacité l'effraya. Il me répondit d'un air inquiet que sa pénétration n'avait pas été si loin, mais qu'ayant observé depuis plusieurs jours que cet étranger venait assidûment au bois de Boulogne, qu'il y descendait de son carrosse et que, s'engageant seul dans les contre-allées, il paraissait chercher l'occasion de voir ou de rencontrer mademoiselle, il lui était venu à l'esprit de faire quelques liaisons avec ces gens pour apprendre le nom de leur maître, qu'ils le traitaient de prince italien et qu'ils le soupçonnaient eux-mêmes de quelque aventure galante. Qu'il n'avait pu se procurer d'autres lumières, ajouta-t-il en tremblant, parce que le prince, étant alors sorti du bois, s'était approché familièrement de lui et lui avait demandé son nom. Après quoi, comme s'il eût deviné qu'il était à notre service, il l'avait félicité d'appartenir à la plus charmante personne du monde. J'attendais impatiemment la suite de ce récit. Il le finit par des excuses timides que je n'attribuais qu'à mes imprudentes agitations. Je le pressai en vain de continuer sans déguisement. Il me protesta qu'il ne savait rien de plus, et que ce qu'il venait de me raconter étant arrivé le jour précédent, il n'avait pas revu les gens du prince. Je le rassurai non seulement par des éloges, mais par une honnête récompense, et, sans lui marquer la moindre défiance de Manon, je lui recommandai d'un ton plus tranquille de veiller sur toutes les démarches de l'étranger. Au fond, sa frayeur me laissa de cruels doutes. Elle pouvait lui avoir fait supprimer une partie de la vérité. Cependant, après quelques réflexions, je revins de mes alarmes jusqu'à regretter d'avoir donné cette marque de faiblesse. Je ne pouvais faire un crime à Manon d'être aimée. Il y avait beaucoup d'apparence qu'elle ignorait sa conquête. Et quelle vie allais-je mener si j'étais capable d'ouvrir si facilement l'entrée de mon cœur à la jalousie ? Je retournai à Paris le jour suivant, sans avoir formé d'autre dessein que de hâter le progrès de ma fortune en jouant plus gros jeu, pour me mettre en état de quitter Chaillot au premier sujet d'inquiétude. Le soir, je n'appris rien de nuisible à mon repos. L'étranger avait reparu au bois de Boulogne et, prenant droit de ce qui s'était passé la veille pour se rapprocher de mon confident, il lui avait parlé de son amour, mais dans des termes qui ne supposaient aucune intelligence avec Manon. Il l'avait interrogé sur 1000 détails. Enfin, il avait tenté de le mettre dans ses intérêts par des promesses considérables et, tirant une lettre qu'il tenait prête, il lui avait offert inutilement quelques louis d'or pour la rendre à sa maîtresse. 2 jours se passèrent sans aucun autre incident. Le 3e fut plus orageux. J'appris, en arrivant de la ville assez tard, que Manon, pendant sa promenade, s'était écarté un moment de ses compagnes et que l'étranger, qui la suivait à peu de distance, s'étant approché d'elle au signe qu'elle lui en avait fait, elle lui avait remis une lettre qu'il avait reçue avec des transports de joie. Il n'avait eu le temps de les exprimer qu'en baisant amoureusement les caractères, parce qu'elle s'était aussitôt dérobée. Mais elle avait paru d'une gaieté extraordinaire pendant le reste du jour. Et, depuis qu'elle était rentrée au logis, cette humeur ne l'avait pas abandonnée. Je frémis sans doute à chaque mot. « Es-tu bien sûr, dis-je tristement à mon valet, que tes yeux ne t'aient pas trompé ?» Il prit le ciel à témoin de sa bonne foi. Je ne sais à quoi les tourments de mon cœur m'auraient porté si Manon, qui m'avait entendu rentrer, ne fût venue au-devant de moi avec un air d'impatience et des plaintes de ma lenteur. Elle n'attendit point ma réponse pour m'accabler de caresses, et lorsqu'elle se vit seule avec moi, elle me fit des reproches fort vifs de l'habitude que je prenais de revenir si tard. Mon silence lui laissant la liberté de continuer, elle me dit que depuis 3 semaines, je n'avais pas
je n'avais pas passé une journée entière avec elle, qu'elle ne pouvait soutenir de si longues absences, qu'elle me demandait du moins un jour, par intervalle, et que, dès le lendemain, elle voulait me voir près d'elle du matin au soir. « J'y serai, n'en doutez pas, » lui répondis-je d'un ton assez brusque. Elle marqua peu d'attention pour mon chagrin, et dans le mouvement de sa joie, qui me parut en effet d'une vivacité singulière, elle me fit 1000 peintures plaisantes de la manière dont elle avait passé le jour. Étrange fille, me disais-je à moi-même, que dois-je attendre de ce prélude? L'aventure de notre première séparation me revint à l'esprit. Cependant, je croyais voir dans le fond de sa joie et de ses caresses un air de vérité qui s'accordait avec les apparences. Il ne me fut pas difficile de rejeter la tristesse dont je ne pus me défendre pendant notre souper sur une perte que je me plaignais d'avoir faite au jeu. J'avais regardé comme un extrême avantage que l'idée de ne pas quitter Chaillot le jour suivant fût venue d'elle-même. C'était gagner du temps pour mes délibérations. Ma présence éloignait toutes sortes de craintes pour le lendemain, et si je ne remarquais rien qui m'obligeât de faire éclater mes découvertes, j'étais déjà résolue de transporter, le jour d'après, mon établissement à la ville, dans un quartier où je n'eusse rien à démêler avec les princes italiens. Cet arrangement me fit passer une nuit plus tranquille, mais il ne m'ôtait pas la douleur d'avoir à trembler pour une nouvelle infidélité. À mon réveil, Manon me déclara que, pour passer le jour dans notre appartement, elle ne prétendait pas que j'en eusse l'air plus négligé et qu'elle voulait que mes cheveux fussent accommodés de ses propres mains. Je les avais fort beaux. C'était un amusement qu'elle s'était donné plusieurs fois. Mais elle y apporta de plus de soin que je ne lui en avais jamais vu prendre. Je fus obligée, pour la satisfaire, de m'asseoir devant sa toilette et d'essuyer toutes les petites recherches qu'elle imagina pour ma parure. Dans le cours de son travail, elle me faisait tourner souvent le visage vers elle et, s'appuyant des 2 mains sur mes épaules, elle me regardait avec une curiosité avide. Ensuite, exprimant sa satisfaction par 1 ou 2 baisers, elle me faisait reprendre ma situation pour continuer son ouvrage. Ce badinage nous occupa jusqu'à l'heure du dîner. Le goût qu'elle y avait pris m'avait paru si naturel, et sa gaieté sentait si peu l'artifice que, ne pouvant concilier des apparences si constantes avec le projet d'une noire trahison, je fus tentée plusieurs fois de lui ouvrir mon cœur et de me décharger d'un fardeau qui commençait à me peser. Mais je me flattais à chaque instant que l'ouverture viendrait d'elle, et je m'en faisais d'avance un délicieux triomphe. Nous rentrâmes dans son cabinet, elle se mit à rajuster mes cheveux, et ma complaisance me faisait céder à toutes ses volontés, lorsqu'on vint l'avertir que le prince demandait à la voir. Ce nom m'échauffa jusqu'au transport. « Quoi donc » m'écriai-je en la repoussant. « Qui ? Quel prince ?» Elle ne répondit point à mes questions. « Faites-le monter, dit-elle froidement au valet, et se tournant vers moi. « Cher amant, toi que j'adore, reprit-elle d'un ton enchanteur, je te demande un moment de complaisance, un moment, un seul moment. Je t'en aimerais 1000 fois plus. Je t'en saurai gré toute ma vie. » L'indignation et la surprise me lièrent la langue. Elle répétait ses instances, et je cherchais des expressions pour les rejeter avec mépris. Mais, entendant ouvrir la porte de l'antichambre, elle empoigna d'une main mes cheveux qui étaient flottants sur mes épaules, elle prit de l'autre son miroir de toilette. Elle employa toute sa force pour me traîner dans cet état jusqu'à la porte du cabinet, et, l'ouvrant du genou, elle offrit à l'étranger, que le bruit semblait avoir arrêté au milieu de la chambre, un spectacle qui ne dut pas lui causer peu d'étonnement. Je vis un homme fort bien mis, mais d'assez mauvaise mine. Dans l'embarras où le jetait cette scène, il ne laissa pas de faire une profonde révérence. Manon ne lui donna pas le temps d'ouvrir la bouche. Elle lui présenta son miroir. « Voyez, monsieur, lui dit-elle, regardez-vous bien et rendez-moi justice. Vous me demandez de l'amour. Voici l'homme que j'aime et que j'ai juré d'aimer toute ma vie. Faites la comparaison vous-même, si vous croyez pouvoir lui disputer mon cœur. Apprenez-moi donc sur quel fondement, car je vous déclare qu'aux yeux de votre servante très humble, tous les princes de l'Italie ne valent pas un des cheveux que je tiens. » Pendant cette folle harangue qu'elle avait apparemment méditée, je faisais des efforts inutiles pour me dégager, et prenant pitié d'un homme de considération, je me sentais portée à réparer ce petit outrage par mes politesses.
Mais, s'étant remis assez facilement, sa réponse, que je trouvais un peu grossière, me fit perdre cette disposition. « Mademoiselle, lui dit-il avec un sourire forcé, j'ouvre en effet les yeux et je vous trouve bien moins novice que je ne me l'étais figuré. » Il se retira aussitôt sans jeter les yeux sur elle, en ajoutant d'une voix plus basse que les femmes de France ne valent pas mieux que celles d'Italie. Rien ne m'invitait dans cette occasion à lui faire prendre une meilleure idée du beau sexe. Manon quitta mes cheveux, se jeta dans un fauteuil et fit retentir la chambre de longs éclats de rire. Je ne dissimulerai pas que je fus touchée jusqu'au fond du cœur d'un sacrifice que je ne pouvais attribuer qu'à l'amour. Cependant, la plaisanterie me parut excessive. Je lui en fis des reproches. Elle me raconta que mon rival, après l'avoir obsédé pendant plusieurs jours au bois de Boulogne et lui avoir fait deviner ses sentiments par des grimaces, avait pris le parti de lui en faire une déclaration ouverte, accompagnée de son nom et de tous ses titres, dans une lettre qu'il lui avait fait remettre par le cocher qui la conduisait avec ses compagnes, qu'il lui promettait, au-delà des monts, une brillante fortune et des adorations éternelles. Qu'elle était revenue à Chaillot dans la résolution de me communiquer cette aventure, mais qu'ayant conçu que nous en pouvions tirer de l'amusement, elle n'avait pu résister à son imagination. Qu'elle avait offert au prince italien, par une réponse flatteuse, la liberté de la voir chez elle, et qu'elle s'était fait un second plaisir de me faire entrer dans son plan sans m'en avoir fait naître le moindre soupçon. Je ne lui dis pas un mot des lumières qui m'étaient venues par une autre voie, et l'ivresse de l'amour triomphant me fit toute approuver. J'ai remarqué dans toute ma vie que le ciel a toujours choisi, pour me frapper de ses plus rudes châtiments, le temps où ma fortune me semblait le mieux établie. Je me croyais si heureux avec l'amitié de M. de T et la tendresse de Manon qu'on aurait pu me faire comprendre que j'eusse à craindre quelque nouveau malheur. Cependant, il s'en préparait un si funeste qu'il m'a réduit à l'état où vous m'avez vu à Passy, et par degrés à des extrémités si déplorables que vous aurez peine à croire mon récit fidèle. Un jour que nous avions M. de T à souper, nous entendîmes le bruit d'un carrosse qui s'arrêtait à la porte de l'hôtellerie. La curiosité nous fit désirer de savoir qui pouvait arriver à cette heure. On nous dit que c'était le jeune G.M., c'est-à-dire le fils de notre plus cruel ennemi, de ce vieux débauché qui m'avait mise à Saint-Lazare et Manon à l'hôpital. Son nom me fit monter la rougeur au visage. « C'est le ciel qui me l'amène, dis-je à M. de T, pour le punir de la lâcheté de son père. Il ne m'échappera pas que nous n'ayons mesuré nos épées. » M. de T, qui le connaissait et qui était même de ses meilleurs amis, s'efforça de me faire prendre d'autres sentiments pour lui. Il m'assura que c'était un jeune homme très aimable et si peu capable d'avoir eu part à l'action de son père que je ne le verrais pas moi-même un moment sans lui accorder mon estime et sans désirer la sienne. Après avoir ajouté 1000 choses à son avantage, il me pria de consentir qu'il allât lui proposer de venir prendre place avec nous et de s'accommoder du reste de notre souper. Il prévint l'objection du péril où s'était exposé Manon, que de découvrir sa demeure au fils de notre ennemi, en protestant, sur son honneur et sur sa foi, que lorsqu'il nous connaîtrait, nous n'aurions point de plus zélés défenseurs. Je ne fis difficulté de rien après de telles assurances. Monsieur de T ne nous l'amena point sans avoir pris un moment pour l'informer de qui nous étions. Il entra d'un air qui nous prévint effectivement en sa faveur. Il m'embrassa. Nous nous assîmes. Il admira Manon, moi, tout ce qui nous appartenait, et il mangea d'un appétit qui fit honneur à notre souper. Lorsqu'on eut desservi, la conversation devint plus sérieuse. Il baissa les yeux pour nous parler de l'excès où son père s'était porté contre nous. Il nous fit les excuses les plus soumises. « Je les abrège, me dit-il, pour ne pas renouveler un souvenir qui me cause trop de honte. Si elles étaient sincères dès le commencement, elles le devinrent bien plus dans la suite. Car il n'eut pas passé une demi-heure dans cet entretien que je m'aperçus de l'impression que les charmes de Manon faisaient sur lui. Ses regards et ses manières s'attendrirent par degrés. Il ne laissa rien échapper néanmoins dans ses discours, mais sans être aidé de la jalousie, j'avais trop d'expérience en amour pour ne pas discerner ce qui venait de cette source.
Il nous tint compagnie pendant une partie de la nuit et il ne nous quitta qu'après s'être félicité de notre connaissance et nous avoir demandé la permission de venir nous renouveler quelquefois l'offre de ses services. Il partit le matin avec M. de T, qui se mit avec lui dans son carrosse. Je me sentais, comme j'ai dit, aucun penchant à la jalousie. J'avais plus de crédulité que jamais pour les serments de Manon. Cette charmante créature était si absolument maîtresse de mon âme que je n'avais pas un seul petit sentiment qui ne fût de l'estime et de l'amour. Loin de lui faire un crime d'avoir plu au jeune G.M., j'étais ravie de l'effet de ses charmes, et je m'applaudissais d'être aimée d'une fille que tout le monde trouvait aimable. Je ne jugeais pas même à propos de lui communiquer mes soupçons. Nous fûmes occupés, pendant quelques jours, du soin de faire ajuster ses habits et à délibérer si nous pouvions aller à la comédie sans appréhender d'être reconnus. Monsieur de T revint nous voir avant la fin de la semaine. Nous le consultâmes là-dessus. Il vit bien qu'il fallait dire oui pour faire plaisir à Manon. Nous résolûmes d'y aller le même soir avec lui. Cependant, cette résolution ne put s'exécuter, car m'ayant tiré aussitôt en particulier, je suis, me dit-il, dans le dernier embarras depuis que je vous ai vu, et la visite que je vous fais aujourd'hui en est une suite. G.M. aime votre maîtresse. Il m'en a fait confidence. Je suis son intime ami et disposée en tout à le servir. Mais je ne suis pas moins le vôtre. J'ai considéré que ses intentions sont injustes et je les ai condamnées. J'aurais gardé son secret s'il n'avait dessein d'employer pour plaire que les voies communes, mais il est bien informé de l'humeur de Manon. Il a su, je ne sais d'où, qu'elle aime l'abondance et les plaisirs, et comme il jouit déjà d'un bien considérable, il m'a déclaré qu'il veut la tenter d'abord par un très gros présent et par l'offre de 10 000 livres de pension. Toutes choses égales, j'aurais peut-être eu beaucoup de violence à me faire pour le trahir, mais la justice s'est jointe à l'amitié en votre faveur, d'autant plus qu'ayant été la cause imprudente de sa passion en l'introduisant ici, je suis obligée de prévenir les effets du mal que j'ai causé. Je remerciai M. de T d'un service de cette importance, et je lui avouai, avec un parfait retour de confiance, que le caractère de Manon était tel que G.M. se le figurait, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait supporter le nom de la pauvreté. Cependant, lui dis-je, lorsqu'il n'est question que du plus ou du moins, je ne la crois pas capable de m'abandonner pour un autre. Je suis en état de ne la laisser manquer de rien, et je compte que ma fortune va croître de jour en jour. Je ne crains qu'une chose, ajoutai-je, c'est que G.M. ne se serve de la connaissance qu'il a de notre demeure pour nous rendre quelque mauvais office. Monsieur de T m'assura que je devais être sans appréhension de ce côté-là, que G.M. était capable d'une folie amoureuse, mais qu'il ne l'était point d'une bassesse. Que s'il avait la lâcheté d'en commettre une, il serait le premier, lui qui parlait, à l'en punir et à réparer par là le malheur qu'il avait eu d'y donner occasion. Je vous suis obligée de ce sentiment, repris-je, mais le mal serait fait et le remède fort incertain. Ainsi, le parti le plus sage est de le prévenir en quittant Chaillot pour prendre une autre demeure. Oui, reprit M. de T, mais vous aurez peine à le faire aussi promptement qu'il faudrait, car G.M. doit être ici à midi. Il me le dit hier, et c'est ce qui m'a porté à venir si matin pour vous informer de ses vues. Il peut arriver à tout moment. Un avis si pressant me fit regarder cette affaire d'un œil plus sérieux. Comme il me semblait impossible d'éviter la visite de G.M. et qu'il me le serait aussi sans doute d'empêcher qu'il ne s'ouvrît à Manon, je pris le parti de la prévenir moi-même sur le dessein de ce nouveau rival. Je m'imaginais que, me sachant instruit des propositions qu'il lui ferait et les recevant à mes yeux, elle aurait assez de force pour les rejeter. Je découvris ma pensée à M. de T, qui me répondit que cela était extrêmement délicat. Je l'avoue, lui dis-je, mais toutes les raisons qu'on peut avoir d'être sûr d'une maîtresse, je les ai de compter sur l'affection de la mienne. Il n'y aurait que la grandeur des offres qui pût l'éblouir, et je vous ai dit qu'elle ne connaît point l'intérêt. Elle aime ses aises, mais elle m'aime aussi. Et dans la situation où sont mes affaires, je ne saurais croire qu'elle me préfère le fils d'un homme qui l'a mise à l'hôpital. En un mot, je persistais dans mon dessein. Et m'étant retirée à l'écart avec Manon, je lui déclarai naturellement tout ce que je venais d'apprendre. Elle me remercia de la bonne opinion que j'avais d'elle, et elle me promit de recevoir les offres de G.M. d'une manière qui lui ôterait l'envie de les renouveler.
Non, lui dis-je, il ne faut pas l'irriter par une brusquerie. Il peut nous nuire. Mais tu sais assez, toi, friponne, ajoutai-je en riant, comment te défaire d'un amant désagréable et incommode. Elle reprit, après avoir un peu rêvé. Il me vient un dessein admirable, et je suis toute glorieuse de l'invention. J.M. est le fils de notre plus cruel ennemi. Il faut nous venger du père, non pas sur le fils, mais sur sa bourse. Je veux l'écouter, accepter ses présents et me moquer de lui. Le projet est joli, lui dis-je, mais tu ne songes pas, ma pauvre enfant, que c'est le chemin qui nous a conduits droit à l'hôpital. J'eus beau lui représenter le péril de cette entreprise, elle me dit qu'il ne s'agissait que de bien prendre nos mesures et qu'elle répondit elle répondit à toutes mes objections. Donnez-moi un amant qui n'entre point aveuglément dans tous les caprices d'une maîtresse adorée, et je conviendrai que j'eus tort de céder si facilement. La résolution fut prise de faire une dupe de G.M. et, par un tour bizarre de mon sort, il arriva que je devins la sienne. Nous vîmes paraître son carrosse vers les 11 heures. Il nous fit des compliments fort recherchés sur la liberté qu'il prenait de venir dîner avec nous. Il ne fut pas surpris de trouver M. de T, qui lui avait promis la veille de s'y rendre aussi, et qui avait feint quelques affaires pour se dispenser de venir dans la même voiture. Quoiqu'il n'y eût pas un seul de nous qui ne portât la trahison dans le cœur, nous nous mîmes à table avec un air de confiance et d'amitié. G.M. trouva aisément l'occasion de déclarer ses sentiments à Manon. Je ne dus pas lui paraître gênant, car je m'absentais exprès pendant quelques minutes. Je m'aperçus à mon retour qu'on ne l'avait pas désespéré par un excès de rigueur. Il était de la meilleure humeur du monde. J'affectais de le paraître aussi, il riait intérieurement de ma simplicité, et moi de la sienne. Pendant tout l'après-midi, nous fûmes l'un pour l'autre une scène fort agréable. Je lui ménageais encore, avant son départ, un moment d'entretien particulier avec Manon, de sorte qu'il eut lieu de s'applaudir de ma complaisance autant que de la bonne chère. Aussitôt qu'il fut monté en carrosse avec monsieur de T, Manon accourut à moi les bras ouverts et m'embrassa en éclatant de rire. Elle me répéta ses discours et ses propositions sans y changer un mot. Il se réduisait à ceci. Il l'adorait. Il voulait partager avec elle 40 000 livres de rente dont il jouissait déjà, sans compter ce qui l'attendait après la mort de son père. Elle allait être maîtresse de son cœur et de sa fortune. Et, pour gage de ses bienfaits, il était prêt à lui donner un carrosse, un hôtel meublé, une femme de chambre, 3 laquais et un cuisinier. Voilà un fils, dis-je à Manon, bien autrement généreux que son père. Parlons de bonne foi, ajoutai-je. Cette offre ne vous tente-t-elle point? Moi? Répondit-elle en ajustant à sa pensée 2 vers de Racine. Moi? Vous me soupçonnez de cette perfidie? Moi? Je pourrais souffrir un visage odieux qui rappelle toujours l'hôpital à mes yeux? Non, repris-je en continuant la parodie. J'aurais peine à penser que l'hôpital, madame, fût un trait dont l'amour l'eût gravé dans votre âme. Mais c'en est un bien séduisant qu'un hôtel meublé, avec une femme de chambre, un cuisinier, un carrosse, 3 laquais, et l'amour en a peu d'aussi fort. Elle me protesta que son cœur était à moi pour toujours et qu'il ne recevrait jamais d'autres traits que les miens. Les promesses qu'il m'a faites, me dit-elle, sont un aiguillon de vengeance plutôt qu'un trait d'amour. Je lui demandai si elle était dans le dessein d'accepter l'hôtel et le carrosse. Elle me répondit qu'elle n'en voulait qu'à son argent. La difficulté était d'obtenir l'un sans l'autre. Nous résolûmes d'attendre l'entière explication du projet de G.M. dans une lettre qu'il avait promis de lui écrire. Elle la reçut en effet le lendemain par un laquais sans livrer, qui se procura fort adroitement l'occasion de lui parler sans témoin. Elle lui dit d'attendre sa réponse, et elle vint m'apporter aussitôt sa lettre. Nous l'ouvrîmes ensemble. Outre les lieux communs de tendresse, elle contenait le détail des promesses de mon rival. Il ne bornait point sa dépense. Il s'engagea à lui compter 10 000 francs en prenant possession de l'hôtel et à réparer tellement les diminutions de cette somme qu'elle l'eut toujours devant elle en argent comptant. Le jour de l'inauguration n'était pas reculé trop loin.
Il ne lui en demandait que 2 pour les préparatifs. Et il lui marquait le nom de la rue et de l'hôtel où il lui promettait de l'attendre l'après-midi du second jour si elle pouvait se dérober de mes mains. C'était l'unique point sur lequel il la conjurait de le tirer d'inquiétude. Il paraissait sûr de tout le reste, mais il ajoutait que si elle prévoyait de la difficulté à m'échapper, il trouverait le moyen de rendre sa fuite aisée. G.M. était plus fin que son père. Il voulait tenir sa proie avant que de compter ses espèces. Nous délibérâmes sur la conduite que Manon avait à tenir. Je fis encore des efforts pour lui ôter cette entreprise de la tête et je lui en représentais tous les dangers. Rien ne fut capable d'ébranler sa résolution. Elle fit une courte réponse à G.M. pour l'assurer qu'elle ne trouverait pas de difficulté à se rendre à Paris le jour marqué et qu'il pouvait l'attendre avec certitude. Nous réglâmes ensuite que je partirais sur le champ pour aller louer un nouveau logement dans quelque village de l'autre côté de Paris et que je transporterais avec moi notre petit équipage. Que le lendemain après-midi, qui était le temps de son assignation, elle se rendrait de bonne heure à Paris. Qu'après avoir reçu les présents de G.M., elle le prierait instamment de la conduire à la Comédie, qu'elle prendrait avec elle tout ce qu'elle pourrait porter de la somme, et qu'elle chargerait du reste mon valet, qu'elle voulait mener avec elle. C'était toujours le même qui l'avait délivré de l'hôpital et qui nous était infiniment attaché. Je devais me trouver avec un fiacre à l'entrée de la rue Saint-André-des-Arts, et l'y laisser vers les 7 heures pour m'avancer dans l'obscurité à la porte de la Comédie. Manon me promettait d'inventer des prétextes pour sortir un instant de sa loge et de l'employer à descendre pour me rejoindre. L'exécution du reste était facile. Nous aurions regagné mon fiacre en un moment et nous serions sortis de Paris par le faubourg Saint-Antoine, qui était le chemin de notre nouvelle demeure. Ce dessein, tout extravagant qu'il était, nous parut assez bien arrangé. Mais il y avait dans le fond une folle imprudence à s'imaginer que, quand il eut réussi le plus heureusement du monde, nous eussions jamais pu nous mettre à couvert des suites. Cependant, nous nous exposâmes avec la plus téméraire confiance. Manon partit avec Marcel, c'est ainsi que se nommait notre valet. Je la vis partir avec douleur. Je lui dis en l'embrassant « Manon, ne me trompez point, me serez-vous fidèle ?» Elle se plaignit tendrement de ma défiance et elle me renouvela tout ses serments. Son compte était d'arriver à Paris sur les 3 heures. Je partis après elle. J'allais me morfondre le reste de l'après-midi dans le café de Ferré au pont Saint-Michel. J'y demeurai jusqu'à la nuit. J'en sortis alors pour prendre un fiacre que je postais, suivant notre projet, à l'entrée de la rue Saint-André-des-Arts. Ensuite, je gagnai à pied la porte de la Comédie. Je fus surpris de n'y pas trouver Marcel, qui devait être à m'attendre. Je pris patience pendant 1 heure, confondu dans une foule de laquais, et l'œil ouvert sur tous les passants. Enfin, 7 heures étant sonnées sans que j'eusse rien aperçu qui eût rapport à nos desseins, je pris un billet de parterre pour aller voir si je découvrirais Manon et G.M. dans les loges. Il n'y était ni l'un ni l'autre. Je retournai à la porte, où je passai encore un quart d'heure, transporté d'impatience et d'inquiétude. N'ayant rien vu paraître, je rejoignis mon fiacre, sans pouvoir m'arrêter à la moindre résolution. Le cocher, m'ayant aperçu, vint quelques pas au-devant de moi pour me dire d'un air mystérieux qu'une jolie demoiselle m'attendait depuis 1 heure dans le carrosse, qu'elle m'avait demandé à des signes qu'il avait bien reconnus, et qu'ayant appris que je devais revenir, elle avait dit qu'elle ne s'impatienterait point à m'attendre. Je me figurais aussitôt que c'était Manon, j'approchai, mais je vis un joli petit visage qui n'était pas le sien. C'était une étrangère qui me demanda d'abord si elle n'avait pas l'honneur de parler à monsieur le chevalier des Grieux. Je lui dis que c'était mon nom. « J'ai une lettre à vous rendre, reprit-elle, qui vous instruira du sujet qui m'amène et par quel rapport j'ai l'avantage de connaître votre nom. » Je la priai de me donner le temps de la lire dans un cabaret voisin. Elle voulut me suivre et elle me conseilla de demander une chambre à part. « De qui vient cette lettre ?» lui dis-je en montant. Elle me remit à la lecture. Je reconnus la main de Manon. Voici à peu près ce qu'elle me marquait. G.M. l'avait reçue avec une politesse et une magnificence au-delà de toutes ses idées. Il l'avait comblée de présents. Il lui faisait envisager un sort de reine. Elle m'assurait néanmoins
qu'elle ne m'oubliait pas dans cette nouvelle splendeur, mais que, n'ayant pu faire consentir G.M. à la mener ce soir à la comédie, elle remettait à un autre jour le plaisir de me voir, et que, pour me consoler un peu de la peine qu'elle prévoyait que cette nouvelle pouvait me causer, elle avait trouvé le moyen de me procurer une des plus jolies filles de Paris, qui serait la porteuse de son billet. Il était signé « Votre fidèle amante, Manon Lescaut ». Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec des personnes qu'elle pourrait intéresser. Et pourquoi pas vous abonner. Voilà, c'est toujours la même histoire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous. Et merci beaucoup, merci infiniment. À bientôt.